Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous suivez en live également sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte LinkedIn de Bismart for Change. Et vous nous retrouvez en rattrapage chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une séquence décisive peut-être pour la suite sur les marchés et pour confirmer l'optimisme des investisseurs, une séquence qui comprend à la fois une dimension macroéconomique avec pas mal d'estimations de croissance publiées pour la zone euro, des estimations d'inflation, des décisions de politique monétaire entre la Fed hier soir et la BCE aujourd'hui, et puis une séquence microéconomique intense avec la publication des GAFAM et des hyperscalers. Nous avons hier soir Meta, Alphabet, Google et Microsoft. En attendant ce soir, Apple et Amazon. Du côté des banques centrales, donc, la Réserve fédérale américaine veut remettre un peu d'incertitude sur sa prochaine décision, tant le marché semble convaincu qu'il y a la possibilité pour la Fed de délivrer une nouvelle baisse de taux au mois de décembre. Ça n'est pas encore garanti quand on a écouté Jérôme Powell hier soir du côté de la Banque centrale européenne. Beaucoup moins de surprises et d'incertitudes, en tout cas sur les prochaines décisions, puisque la BCE est en pause depuis 3 meetings désormais et compte bien le rester pendant quelques temps encore, on l'imagine. Débrief de ces réunions de Banque centrale, bien sûr, avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis, la saison de publication qui bat son plein, on le disait, avec parmi les grandes capitalisations technologiques américaines, des sorts assez divers et des réactions de marché qui sont loin d'être unanimes après les publications de Microsoft, Alphabet, Google ou encore Meta. Meta étant le mouton noir de ces publications, avec un titre qui se crache de plus de 10%. Pauline Gratel vous apporte plus de détails dans un instant. Enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous reviendrons plus précisément sur les chiffres macroéconomiques en provenance d'Europe avec les équipes de Pictet Wealth Management, et c'est Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, qui sera avec nous à distance, en visio, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Commençons par les décisions de Banque centrale et revenons notamment sur la communication de la Fed hier soir. Oui, pour la seconde fois cette année, la Réserve fédérale américaine a abaissé ses taux directeurs d'un quart de point, les ramenant dans une fourchette comprise entre 3,75 et 4%. Cette fois, fait inhabituel, sur les 12 membres, 2 n'ont pas voté comme les autres. Stephen Mayron, qui a de nouveau plaidé pour une baisse de 50 points de base, et le président de la Fed de Kansas City, qui lui a voté pour un statu quo. Concernant la suite, Jérôme Powell indique qu'une autre baisse des taux en décembre est loin d'être acquise. Parmi les autres décisions qui étaient attendues, celle de la Banque du Japon, qui passe son tour pour l'instant et qui maintient ses taux directeurs inchangés, avec un discours relativement neutre, même si la pression est toujours là pour une hausse de taux supplémentaires du côté du Japon. En revanche, la BCE, elle, reste fermement attentiste. Oui, là aussi, c'était largement attendu. La BCE a opté pour un statu quo, laissant ainsi ses taux directeurs inchangés à 2% pour le taux de facilité de dépôt. La BCE indique qu'elle se trouve dans une bonne position avec une inflation conforme aux attentes et une croissance économique proche de son potentiel. D'ailleurs, le PIB de la zone euro est supérieur aux attentes en première lecture au troisième trimestre, en hausse de 0,2% sur la période. Un chiffre qui recouvre pas mal de divergences entre une Allemagne toujours à l'arrêt et une France qui continue de bien s'en sortir ce trimestre encore, à près plus de 0,3% au T2. La France enregistre une croissance en première estimation de plus 0,5% sur le troisième trimestre. Quelles ont été les réactions observées sur les marchés obligataires, notamment après la décision de la Fed hier soir, Pauline? Le rendement américain à 10 ans s'est tendu d'une dizaine de points de base pour évoluer autour de 4,10%. Même mouvement pour le rendement à 2 ans. En Europe, le rendement allemand à 10 ans a montré une faible réaction après la décision de la Banque centrale européenne et évolue autour de 2,65%, presque inchangé par rapport à avant. Sur le marché des changes, le dollar se raffermit, ramenant l'euro-dollar sous 1,16. Sur les marchés d'actions, un peu de prudence après le discours de Jérôme Powell hier soir, avec des résultats des premières GAFAM un peu mitigés. On voit une baisse de 1% pour le Nasdaq en ce début de séance à Wall Street. Le CAC 40, lui, est en repli mesuré également d'un peu plus de 0,5% et tourne toujours autour de 8100 points.
Venons-en aux résultats, Pauline. Microsoft, Alphabet, Google et Meta ont donc publié hier soir. Oui, Alphabet ouvre en hausse de plus de 5% après avoir surpassé les attentes des analystes au troisième trimestre porté par le cloud et la publicité. Microsoft fait état de résultats supérieurs aux attentes, mais annonce des investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Le titre est en repli de 2%. Enfin, Meta accélère aussi ses investissements dans l'IA et annonce une charge fiscale exceptionnelle qui plombe son bénéfice au troisième trimestre. Le titre plonge de plus de 13%. Une querelle de résultats également pour les entreprises françaises. À commencer par Airbus qui figure en tête du CAC 40 en hausse de 3% après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre. L'avionneur prévoit des livraisons records pour la fin d'année. Dans son sillage, Air France KLM est en hausse de 4%. Aux antipodes, Stellantis dévisse de 10%. Les ventes sont bien en hausse mais restent sous les attentes. Et puis dans le sillage de BNP en début de semaine, 2 autres banques françaises ont publié également leurs résultats. Société Générale fait état de résultats en hausse et supérieurs aux attentes au troisième trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'année, le bénéfice net bondit de 45%, mais ce n'est pas assez pour satisfaire les investisseurs. Le titre recule de 3%. Crédit Agricole recule également de 3% après sa publication et malgré un bénéfice en hausse. D'autres réactions négatives à signaler après des publications, Pauline? Oui, Schneider Electric est en baisse de 5% au sein du CAC malgré des ventes en hausse et conformes aux attentes. Les investisseurs sanctionnent les perspectives qui sont prévues dans la fourchette basse des estimations. Et Total Energy recule aussi de 3% après avoir publié un résultat net en repli plombé par la baisse des prix du pétrole. Et puis on notera que la situation reste compliquée pour les spiritueux et le cognac, notamment avec un titre Rémy Cointreau qui plonge de 7% après que le groupe a révisé à la baisse ses objectifs annuels. Que dire de la journée de demain pour conclure cette semaine? Est-ce que ce sera une journée plus calme, Pauline? On espère. Ce soir, les investisseurs prendront connaissance des résultats d'Apple, Amazon et Coinbase publiés après la clôture des marchés. Demain, on regardera ceux de ExxonMobil et GTT. Côté macro, l'inflation de la zone euro en première lecture pour le mois d'octobre est attendue. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Claudia Panzeri est avec nous, directrice des investissements d'UBS France. Bonsoir Claudia. Bonsoir. Nathalie Benatia nous accompagne, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Grégoire. Et nous sommes ravis d'accueillir Louis Albert ce soir, directeur de la gestion action d'Oris Gestion. Bonsoir Louis et bienvenue. Grégoire, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Parlons action avec vous Louis et parlons de l'IA. L'IA qui est un thème, qui nous amène aux frontières de toutes les dimensions de l'analyse aujourd'hui, que ce soit microéconomique ou macroéconomique. Mais commençons par la partie micro avec ces trois premiers hyperscalers, comme on les appelle, qui ont publié leurs résultats hier soir. Microsoft, bien sûr, Alphabet, Google et Meta. Qu'est-ce qui fait la différence, quand on regarde les réactions de marché, qu'est-ce qui fait la différence entre la publication d'un Alphabet Google, par exemple, et celle d'un Meta, dont le titre se crache de plus de 10% au moment où on se parle? Il est intéressant de noter que, déjà, les trois ont bien publié. Le point d'attention des marchés, c'est les CAPEX. Et il y a des CAPEX qui sont très différents d'une société à l'autre. Quand Alphabet annonce des CAPEX qui restent colossaux, avec la capacité de les monétiser rapidement, à travers YouTube, à travers Search, Meta annonce avec beaucoup d'entrain pour Mark Zuckerberg, qui a annoncé des CAPEX importants en 25 et une accélération en 26, des CAPEX qui pourraient être considérés comme moins monétisable, plus de recherche. Et ça plaît beaucoup au marché, d'autant plus que Meta, on le sait, en 2019, a pris un virage stratégique. De mémoire, c'est 40 milliards de CAPEX annoncés. Et finalement, pullback, on revient en arrière. Ça reste dans les mémoires des investisseurs. Tout reste. Louis, tout reste. Non, parce que parfois, le cours de bourse avait quand même bien dévissé. On se souvient. C'était un bon point d'entrée. Mais le cours de bourse avait bien dévissé quand même. Ouais. Oui, j'imagine divisé par deux. Enfin, c'est ce qu'on peut attendre de ce genre de réaction de marché sur la durée quand on se trompe effectivement de virage. Et puis Microsoft, c'est entre les deux. Alors voilà. Mais je veux bien qu'on revienne. Qu'est-ce qui fait qu'Alphabet Google a une capacité supérieure à monétiser effectivement ses investissements en IA quand le marché doute encore de la capacité de Meta de le faire demain? Alphabet a les outils où ils peuvent appliquer directement l'IA dedans et le monétiser. Donc en fait, ils ont une partie de leur IA qui est consacrée
aux dépenses d'infrastructures, très long terme, durables, et l'autre partie qui est monétisable tout de suite. Ouais. Alphabet, c'est beaucoup plus de la recherche. Alphabet, Facebook, excusez-moi, Meta, c'est beaucoup plus de la recherche. Évidemment, ils ont du bon chiffre d'affaires, la société est saine, mais Mark Zuckerberg fait le pari d'investir tout ce qu'il gagne, tout le cash, voire un peu plus. Et ça peut... le marché met un prix sur ce risque-là. Ne pas être bien pris par le marché. Bon, c'est des boîtes qui vont déployer plus de 100 milliards de dollars de CAPEX l'an prochain, tournés vers l'IA et l'infrastructure IA. Et puis, il y a au milieu de tout ça le cas Microsoft, alors, qui a vécu une semaine intense. Une semaine folle. Avec un deal fou. Un approfondissement. Alors, pourquoi ce deal est fou Parce que c'est le partenaire historique d'OpenAI. Et donc, ils ont fait x10 là, sur leur mise dans OpenAI, avec désormais 27% du capital. Ils ont réussi à monétiser au mieux leur investissement à un moment où personne ne croyait, on ne parlait pas d'IA encore. En 2019, quand OpenAI fait la tournée des popotes pour aller voir tous les grands, personne ne les écoute. Non. Microsoft dit, moi, je veux bien mettre 1 milliard. Et ils ont mis un peu plus de 10 milliards sur quelques années. Je rappelle, ChatGPT, la révélation au monde, c'est octobre-novembre 2022. C'est-à-dire qu'en 2019, personne ne sait de quoi on parle. Personne. Ils ont mis 13 milliards contre le partage à 50-50 des résultats futurs. Aujourd'hui, ils ont échangé cette propriété financière que sont ces 50% contre 27% du capital. C'est évidemment un très bon deal, d'autant plus que OpenAI va rentrer en bourse un jour. Donc, visiblement, peut-être, l'an prochain, sur la base d'une valo d'entreprise de 1 trillion de dollars. Enfin, c'est les dernières infos qu'on a eues. Donc, c'est un très, très bon deal pour Microsoft. Microsoft, dans la course au CAPEX, là, Satya Nadella nous dit on va doubler la surface de nos data centers en 2 ans. Impressionnant. 140 milliards de CAPEX prévus l'an prochain pour Microsoft. C'est des chiffres qui commencent à faire tourner la tête, évidemment. Claudia, comment vous considérez ces résultats ? C'est des boîtes systémiques aujourd'hui, j'imagine, pour le marché, en tout cas. Est-ce que ces résultats, au-delà de la réaction intraday parfois un peu virulente pour un titre comme Meta, est-ce que ces résultats peuvent valider, confirmer l'optimisme et l'argent qui est mis par les investisseurs dans ce thème de l'IA à ce stade? Alors, je pense qu'il y a 2 facteurs. Il y a un facteur risque qui est dû à la concentration des marchés. On voit effectivement que depuis maintenant 12 mois, les grosses sociétés de l'S&P, leur poids devient de plus en plus important. Donc, en fait, il y a une problématique de diversification pour tous les investisseurs qui sont un investissement passif. Donc, nous, on n'arrête pas de le dire, à faire attention, accumuler des investissements sur les ETF parce qu'il y a une concentration qui est très importante. Mais deuxièmement, le fait que vous avez 3 des grosses sociétés de l'S&P qui confirment la tendance d'investissement en CAPEX est quand même un facteur que je dirais assez positif, pas seulement à niveau microéconomique avec des croissances des profits pour certaines sociétés qui vont profiter de ce CAPEX, mais à niveau macroéconomique. Je me souviens, on en parlait il y a 3 ou 4 semaines, quand on regarde la composition du PIB américain, on voit la contribution du CAPEX, des investissements privés, on n'a pas encore les investissements publics qui drivent la croissance du PIB américain, alors que historiquement, on était tous concentrés sur le consommateur américain pour voir si les ventes au détail étaient porteurs ou le marché de l'emploi. Donc aujourd'hui, un facteur de croissance qui reste là et qui pour moi est porteur. Alors, je pense que ce qui rend le marché volatile aujourd'hui, c'est le questionnement justement, et c'est déjà cité, le questionnement de la monétisation du CAPEX. On ne peut pas le savoir aujourd'hui. Comme on ne le savait pas en 2000, c'est le CAPEX a été rentable ou pas. Par contre, pour répondre un tout petit peu à la question bulle ou pas bulle, je pense qu'il y a des énormes différences entre les investissements en CAPEX aujourd'hui et les investissements en CAPEX pendant la bulle de 2000. Les investissements étaient sourcés avec de la dette, avec des taux d'intérêt qui augmentaient. Aujourd'hui, ils sont sourcés avec du cash. Dans un environnement où la croissance nominale américaine est à 5% et les taux d'intérêt sont en train de baisser. Donc, on pourrait bien être dans une bulle qui perdure encore pendant du 6 ou 12 mois sans voir cette bulle s'éclater. Et donc, nous, par exemple, dans notre portefeuille, toute correction, toute repli des marchés en opportunité... C'est un buy the dip.
Exactement. D'accord. On a encore généralement beaucoup de liquidités parce que beaucoup d'investisseurs s'étaient investis dans des dépôts à terme qui rémunéraient plutôt bien. Aujourd'hui, les dépôts à terme ne rémunèrent plus rien et donc à côté, il y a des liquidités pour pouvoir investir et des corrections sur des sociétés sur lesquelles on sait que la rémunération des investissements sera positive, mais on revient sans trop d'inquiétude pour les prochains 6 mois. Je ne dis pas pour les prochains 5 ans parce que ça peut être différent. Et puis, il y a une autre chose. Moins de dettes, non mais je reprends votre point, Claudia. Moins de dettes pour financer ces capex qu'au moment des TMT dans les années. Oui, mais là, par exemple, Meta annonce 25 milliards de ventes d'obligations. Non, mais c'est pas grand-chose. C'est une boîte à 2 trillions de dollars. Je suis d'accord. C'est rien. Mais elles font quand même un peu de dette. Et dans le privé, peut-être qu'il y a aussi un peu de dette quand même autour de ce thème. Alors, quand on regarde les différences entre les investissements avec des émissions de dettes, des taux très élevés en 2000 et aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Ce qu'on voit par contre, et c'est assez symétrique, c'est le fait que les sociétés qui faisaient de la tech payaient des share buyback, des rachats d'actions à 100 milliards. Ouais. Aujourd'hui, ils ne font pas des rachats d'actions à 100 milliards et ils investissent cet argent dans le CAPEX. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est moins de rémunération à l'instant T par l'actionnaire, mais c'est du retour sur capital qui, même s'il ne va pas être en ligne avec les attentes, ça va être positif. Donc, je pense que ce qu'il faut observer, c'est effectivement combien est mis et financé via l'equity et combien est financé via la dette. Et aujourd'hui, ça reste quand même assez faible. Donc, ça nous donne quand même l'image d'un environnement, au-delà des montants qui font tourner la tête, qui reste suffisamment sain pour qu'on reste exposé, évidemment, à ces valeurs-là et à cette thématique. Alors, bien sûr, mais comme je le disais au départ, attention au risque de concentration. Ouais. Je pense que c'est particulièrement important aujourd'hui par rapport à il y a 12 mois, voire 2 ans, vérifier dans les portefeuilles la concentration qui ne cesse pas d'augmenter compte tenu de la performance des sociétés. Ouais. Comment on s'expose dans une gestion action à ce thème de l'IA en ayant conscience du risque, pas peut-être pour les 6, 9, 12 prochains mois, j'en sais rien, mais peut-être un risque à horizon de quelques années. L'histoire rime parfois, et donc l'histoire des surinvestissements, des surcapacités, elle est arrivée plein de fois dans ces cycles de développement de nouvelles technologies en l'occurrence. Comment rester exposé à ce thème en ayant conscience des risques qu'il comporte de concentration et peut-être demain de surinvestissement? Il y a un risque de concentration aussi parce que ces CAPEX sont portés par les entreprises qu'on a citées précédemment, qui sont des entreprises qui sont rentables. Et le risque en est très diminué. En 2000, bon nombre de sociétés n'étaient absolument pas rentables. Donc, c'était de la dette, pas de cash flow, pas de rentabilité, et tout disparaît. Comme vous disiez tout à l'heure, Meta peut faire une erreur à 40 milliards, ça ne remet pas en cause la viabilité de l'entreprise. Mais c'est un coup d'erreur marginal. Les investisseurs n'aiment pas parce que ça manque de stratégie. Pendant 2 ans, on a besoin de vrais capitaines, de commandos au long cours. Sur des sociétés comme ça. Mais ils peuvent se permettre ce genre d'erreur. Sam Altman a dit hier ou avant-hier qu'il avait le job le plus important de l'histoire. Ah, il a dit ça? Je crois que c'était hier. Mais c'est intéressant le point sur les free cash flow et sur le rendement, parce qu'encore une fois, la grosse différence entre 2000, on le sait toujours a posteriori, la rentabilité de l'EBITDA des sociétés était inférieure à 10%. Aujourd'hui, la rentabilité d'EBITDA de beaucoup de sociétés qui sont liées à la chaîne l'intelligence artificielle est supérieure à 20%. Et le cash flow aussi, la génération de cash flow. Et ça, c'est clé. Mais le défaut, c'est que c'est centré sur quelques sociétés qui vont attirer tous les capitaux. Et donc, on a ce risque de concentration. Donc, pour répondre à la question initiale, on est obligé d'être investi dans ces sociétés aujourd'hui. C'est incontournable. On se doit de diversifier. Aussi bien en dehors des US et aller chercher d'autres secteurs comme les banques européennes qui se comportent très bien, par exemple. D'accord. Oui, mais on change de secteur. On évite de mettre... D'accord. À côté de ces géants de l'IA, il y a des sociétés, mais honnêtement, elles se payent très cher, mais on ne sait pas si elles existeront dans 10 ans ou dans 15 ans, pour le coup. Il y en a aussi qui ne sont pas rentables. Donc, on a le profil de société qu'on a connu en 2000 existe quand même aujourd'hui. Donc, on a une grosse dispersion dans la qualité des sociétés, dans le profil économique
des sociétés cotées en bourse IA. Et Puis il y a nous, on la fait- dimension publique, et puis il y a tout ce qui se passe dans le privé aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que le private equity a pris quand même une place énorme, Oui. et dans le thème technologique et dans le thème de l'IA, du quantique, le etc. data center, Il y a data beaucoup de center. choses qui sont dans le privé et qui ne sont pas soumises à la vérité quotidienne des prix, pour dire les choses. Dans les infrastructures, hein, il y a énormément d'investissements privés dans les infrastructures qui sont liés Bien au sûr. data center. Bien sûr. Donc, je trouve que c'est intéressant le point sur les banques européennes. Il faut éventuellement essayer de réfléchir à une construction du portefeuille où on n'a pas toute la chaîne intelligence Ouais, je artificielle, comprends, ouais. que ça parle des utilities, que ça parle de l'énergie, électrification. Il faut avoir cette thématique parce que c'est une thématique portante. Donc une mais vraie il faut- Mais une diversification. vraie diversification. Pas aller chercher juste des thèmes connexes à l'IA. Non. Ouais. Je pense qu'il faut avoir la chaîne, mais à côté, avoir des secteurs qui bénéficient d'un changement de réglementation. Aux États-Unis, par exemple, le secteur bancaire. Hmm. Qui profitera de l'IA après. C'est Peut-être. intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, Ou elles ne pas. sont pas directement concernées par les CAPEX, mais à première vue, la finance va profiter de l'IA comme la santé va La santé profiter de aussi. l'IA et c'est pas forcément encore Ouais, dans le les fait cours que ce du tout. soit financé avec du cash met les banques à moins un risque qu'en 2000 parce qu'on avait une hausse du crédit non performant, en fait, alors qu'il n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est intéressant, les secteurs que vous citez, par exemple la santé, effectivement, on a beaucoup identifié la santé comme étant un des premiers secteurs qui allait bénéficier justement de ces technologies et de ce développement de l'IA. Est-ce qu'il y a une prime dans ces secteurs de la santé et de la pharma? Est-ce qu'il y a une prime liée à l'IA aujourd'hui? Ou est-ce que cette prime est encore à venir? Si elle y est, elle est Louis compensée par d'autres Ouais, points c'est ça, négatifs. parce que c'est pas un On a du secteur mal à qui y a voir un beaucoup peu clair. performé Non, quand même. On est clairement d'accord. Ok. L'IA et la macro, Nathalie, on en revient à vous. Si on reprend quand même la chronologie des décisions de banque centrale, la Fed hier soir, avec peut-être là où se pose le plus de questions sur comment l'IA bouleverse ou transforme le marché du travail américain. Alors avec en plus des grandes entreprises qui ne se privent plus d'annoncer des plans de départ, des coupes dans les effectifs. Ça a été Amazon, UPS bien sûr, Procter & Gamble, Target, etc. Voilà, on repart visiblement dans une séquence où les groupes vont annoncer des coupes d'effectifs et tout le monde se demande si c'est lié à l'IA et est-ce qu'on est déjà dans quelque chose qui apporterait des gains de productivité justement à l'écosystème américain. Alors, je pense que c'est compliqué de répondre à l'heure actuelle. Ce qu'on peut dire sur l'IA, ce qui vient des entreprises, alors au-delà des cas particuliers, par exemple dans le Beige Book, puisqu'avec le shutdown, c'est un des rares éléments qui recoupe un peu l'ensemble de l'économie, là, ces entretiens qualitatifs que les Fed régionales ont avec les entreprises de leur district. Plusieurs entreprises ont déclaré qu'elles embauchaient moins, et une partie de ces entreprises parce qu'elles font effectivement des investissements dans l'IA. Mais j'ai l'impression que du point de vue macroéconomique, on en est au niveau de l'investissement sans encore avoir vu les conséquences. Donc Powell a dit que de son point de vue, le marché du travail ralentissait, mais que la situation n'avait pas dramatiquement évolué en un mois. En un sens, il a peut-être minimisé les annonces des sociétés sur des baisses d'effectifs. Ouais. Il dit ça parce qu'il a des données alternatives qui lui permettent de dire ça, ou il dit ça parce que tout le monde est dans le brouillard et que ça coûte rien de dire que la tendance qu'on observait il y a 6 semaines est la même aujourd'hui. Je pense qu'il est un petit peu dans le brouillard. Alors, ceci dit, dans les statistiques sur l'emploi hebdomadaires, celles au niveau national ne sont pas publiées, mais celles au niveau des États le sont, et ces statistiques ne montrent pas d'inversion de tendance vers une augmentation massive des inscriptions au chômage. Nous n'avons pas eu le rapport sur l'emploi début octobre, on risque de ne pas en avoir début novembre. On a en revanche l'autre rapport sur l'emploi privé qui s'appelle ADP, qui a montré, alors pour septembre, donc c'était le 2e mois de destruction nette, entre guillemets, d'emploi, pas des chiffres spectaculaires, mais cette tendance à la destruction. Donc oui, il y a probablement ce rééquilibrage du marché, enfin plutôt que rééquilibrage, maintenant il faut parler d'un marché où finalement le rapport de force a changé. C'est plus les employés qui peuvent trouver facilement un travail et qui donc demandent des augmentations de salaire et changent de travail, mais c'est manifestement les entreprises qui ont à nouveau un peu plus la main et sur la décision. Hormis quelques cas particuliers, elles ne sont pas engagées dans une phase de licenciement massif, mais
vraisemblablement, elle réfrègne les embauches. Ok. Sur la question des gains de productivité, qu'est-ce que vous dites? Parce que les indicateurs de Nowcasting nous disent que l'économie américaine au troisième trimestre tourne encore à plus de 3% de croissance, peut-être même proche de 4 au moment où on se parle. Et on a en même temps ces chiffres qui montrent un peu de destruction d'emplois selon ADP, des coupes, alors emblématiques, c'est des anecdotes, mais qui font quand même parler. Est-ce que pour réconcilier les deux, la question de la productivité se pose là aujourd'hui? C'est une question qui logiquement se pose, mais la productivité, c'est un animal compliqué à attraper et à mesurer. Donc oui, logiquement, plus de croissance avec moins d'heures travaillées, ça fait plus de productivité horaire, mais on verra sur les chiffres, sachant que ça peut être surtout à ces débuts de cycle assez volatile. Et puis on sait bien, on a tous dans l'idée que oui, la productivité a augmenté parce qu'on utilise le smartphone pour acheter des billets de n'importe quoi, de théâtre, de train, d'avion. Mais ça ne se voit pas de façon spectaculaire dans la productivité. Toujours le même paradoxe. Voilà, c'est toujours un petit peu la même idée sur productivité dans les services qui est encore plus difficile à mesurer. Mais c'est vrai que la question, là, et on l'a vu, on l'a vu chez Powell qui en a parlé spontanément, si j'ose dire, du rapport entre investissement dans l'intelligence artificielle et emploi. Christine Lagarde, la question lui a été posée, elle a répondu c'est compliqué, oui on regarde aussi, mais on n'a pas d'éléments. Mais finalement Powell a dit on regarde, donc pas dit grand-chose de plus. Directement concernés, peut-être un peu plus que nous aux États-Unis, peut-être un peu plus que nous en Europe, on va dire. Oui, ça c'est pas certain qu'il y ait une telle différence de rythme. Il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, mais j'ai l'impression que ça commence également en Europe. Ça, elle l'a dit aussi d'ailleurs que dans les enquêtes, là aussi les entretiens un peu non pas informels mais qualitatifs, ça ressort de ce qu'ils disent, de ce que les entreprises disent à la BCE. Entreprise par entreprise, on a des soupçons ou des évidences que l'IA apporte déjà des gains de productivité ici et là? Pas encore. Pas encore. Les boîtes IT qui sont des candidats évidents à l'IA nous disent qu'ils sont vraiment sur le sujet, mais ils n'arrivent pas vraiment à quantifier. Mais c'est là. L'IA a un potentiel, je pense, de gain de productivité qui est colossal. J'ai envie de dire illimité presque, mais c'est peut-être infini, mais très bien. Nous sommes le 30 octobre 2025, les gains sont illimités et infinis. Claudia? Moi, je vois mon usage et je peux dire que le gain de productivité est juste énorme sur certaines tâches qui étaient répétitives. Plus besoin de junior alors? Mais en fait, il y a quelque chose qui est très intéressant parce que je me méfie toujours un peu des résultats une fois que j'utilise ChatGPT, mais le fait d'identifier la source de manière immédiate, ça fait gagner une demi-journée. Si vous cherchez de la data et vous êtes sur le site et vous avez plein d'informations, vous êtes obligé à regarder chaque information. Quand vous avez la source, vous allez directement à la source et vous avez gagné des heures. En fait. Et je trouve que même au-delà des résultats même, ça permet d'aller à la source rapidement et vérifier les résultats aussi. Donc pour moi, c'est un gain de productivité et je pense que dans le secteur bancaire, c'est un gain de productivité très important parce que je vois l'implémentation et l'usage chez nous qui est poussé. On a beaucoup d'investissements. Ça permet effectivement de gagner pas mal de temps sur des tâches répétitives. Oui, les banques qui sont des gros développeurs d'IT aussi, ne l'oublions pas. Ça se tamponne un peu avec la cybersécurité. Oui, voilà. Je reviens à la Fed, Nathalie, au-delà de l'IA, de la macro, du flou qui entoure le marché du travail aujourd'hui, quand bien même il continue de ralentir. Est-ce que Jérôme Powell a encore la main sur son board? On a rarement vu... Alors, des votes divisés au sein de la Fed, ça arrive. Là, en l'occurrence, on a... Alors, comme souvent ça arrive du côté de la Banque d'Angleterre, paraît-il, on a des dissidences, mais dans les deux sens. C'est-à-dire Schmidt de Kansas City qui voulait le statu quo, ne pas continuer de baisser les taux, et Myran qui enfonce le clou avec un 50 points de base, en tout cas une volonté de faire baisser, d'avoir une jumbo cut à un moment dans ce cycle de baisse de taux de la Fed. Oui, c'est effectivement beaucoup plus rare que la Banque d'Angleterre où ça arrive pratiquement à chaque réunion. Mais là, on a cette situation où d'ailleurs ça a déjà commencé en juillet où 2 membres avaient voté pour une baisse immédiate. Est-ce que Jérôme Powell a encore la main? Donc la tradition au sein du FOMC, c'est que le président arrive avec 3 propositions de vote. Donc là, on peut imaginer qu'il a proposé statu quo, baisse de 25, baisse de 50.
sachant que finalement ce n'est pas si quelqu'un, c'est d'ailleurs étonnant, j'imagine que si Myren voulait vraiment proposer 100, il pourrait le faire, puisque ça c'est pas gravé dans l'or. Or il ne le fait pas. Ouais, Voilà. d'accord. Donc Il remet à chaque fois 50. Mais il pourrait demander 100, à force de demander 2 fois 50. Il remet 50. Ouais, bon. Donc est-ce que Powell a encore la main sur son comité? Moi j'ai l'impression que ça s'est non pas calmé peut-être, mais c'est vrai que la décision de la Cour suprême sur le cas de Isaac Cook, ouais. finalement, ça a été peut-être envers la Maison-Blanche une façon de dire il ne faut peut-être pas aller si vite en besogne, ou en tout cas aller si vite tout court. On la maintient, elle peut se maintenir en poste, et on écoutera les arguments de l'administration en janvier. Donc il y a eu quand même une volonté de calmer les choses. Ça avait été le cas également. Alors, bon, c'était un peu technique. Donald Trump avait pu limoger plus exactement 2 chefs d'agence ouais. fédérale. Ouais. Et dans son jugement, la Cour avait décrété d'accord, il peut le faire, et il avait précisé, mais pour la Fed, c'est pas du tout la même chose. On avait protégé la Fed. Voilà, on avait protégé la Fed. Donc il y a quand même ce garde-fou, et finalement modifier du tout au tout la composition du comité, c'est pas quelque chose de si facile à faire. Il faut qu'il y ait des places qui se libèrent, etc. Donc j'ai l'impression. Alors, j'ai pas regardé, j'avoue, je sais pas si Trump s'est a tweeté sur la. Non, je crois pas. J'ai pas l'impression, justement. Rentrée de Séoul et de Busan. En tout cas, c'est la pas. Chine, Voilà, il était occupé. Il a plus tweeté sur Xi Jinping ces dernières heures que sur Jérôme Powell. Donc, il n'est pas allé jusqu'à qualifier de formidable cette baisse de 25 points de base, mais. Bon, il l'avait copieusement insulté à la veille du meeting, encore une fois. Mais bon, rien de nouveau. J'ai quand même l'impression qu'on va peut-être avoir une sorte d'accalmie. Puis, alors, accalmie jusqu'à quand? C'est-à-dire que, est-ce que ça va devenir un vrai problème si jamais, à l'issue des entretiens que Scott Bessent fait passer auprès de 4 ou 5 prétendants à la succession de Powell, si jamais Trump nomme un successeur officiel en fin d'année, est-ce que ça devient un vrai problème pour les 5 mois de fin de mandat de Jérôme Powell? Et pas que pour Jérôme Powell, j'entends, pour la lisibilité, la clarté de la communication de la Fed. Là, pour le moment, compte tenu de l'imprévisibilité des décisions de la Maison-Blanche, on ne peut pas se prononcer. Mais effectivement, j'ai l'impression que le climat général pourrait inciter le président à ne pas le faire. Mais bon, encore une fois, c'est... parce qu'il y a quand même des choses qui finissent par rentrer, j'allais dire. Ce n'est pas une bonne idée de s'attaquer à l'indépendance de la Fed. Et ça, les marchés pourraient le faire sentir très très vite si ça devait être le cas. Et je pense que ce message est passé malgré tout. L'équation du successeur de Powell n'est pas si évidente, Claudia. C'est-à-dire que je comprends que l'administration Trump ait envie d'une Fed plus dovish. Pourquoi pas? Ça peut se discuter, j'entends, mais pour que le signal d'une Fed plus dovish soit vraiment perçu par les investisseurs, il faut que la personne qui porte le signal soit crédible. Oui, je pense, mais ça, c'est une évidence. C'est surtout la Banque centrale américaine qui est un peu le benchmark pour beaucoup d'autres banques centrales, et surtout par l'impact que le fait de ne pas être indépendante pourrait avoir sur la Cour des taux américaine et sur les attentes d'inflation sur long terme, et donc sur la performance des obligations américaines, et donc la performance de l'or et des actifs qui sont défensifs. Je pense, c'est un point important, je pense que la perception d'une perte d'indépendance pourrait faire réagir les marchés de manière tellement importante de pousser l'administration américaine à faire pas en arrière par rapport au commentaire initial. Une forme de Liberation Day version banque centrale, quoi. Vous avez, le 30 ans qui une journée prend, j'exagère, 20-30 points de base, pour avoir tout de suite le coût de refinancement de la dette américaine qui augmente énormément, et donc l'administration fera pas en arrière en disant mais non, on est en train de faire une erreur. Et derrière, c'est assez intéressant parce que moi je trouve que dans le fait qu'il y a quelques semaines, le marché a intégré 4, 5, 6 baisses des taux dans un environnement où la croissance reste quand même nominale autour des 5%, et on a effectivement, avec une inflation qui reste élevée, intégrer autant de baisses des taux était peut-être un peu trop optimiste dans la partie du marché. Mais je pense que le marché a intégré aussi ce risque des manques d'indépendance, et donc une capacité, une volonté de l'administration de pouvoir mettre de la pression pour baisser davantage les taux d'intérêt. Aujourd'hui,
on revient sur un niveau d'attente à des baisses des taux qui est plutôt en ligne avec 3-4 baisses des taux, tout à fait en ligne avec les dot plots, et donc avec une économie voilà, qui a un ralentissement sans effondrement. Et on parle des risques management et quand même des taux d'intérêt qui restent autour des 3%, donc un niveau des taux de long terme qui est supérieur à celui du cycle précédent. Donc je pense qu'on est effectivement dans une normalisation de cette perception des pertes d'indépendance de la Banque centrale. Est-ce que ce que vous comprenez de la stratégie de la Fed aujourd'hui, est-ce que ça reste un soutien ou est-ce que ça participe d'un environnement favorable pour la prise de risque et les actifs risqués aujourd'hui, Louis? Les taux sont quand même en zone restrictive, à 4% ou 3,75-4. Ils sont au-dessus d'un taux qu'on pourrait considérer comme neutre. Et on est encore dans une phase de quantitative tightening qui va s'arrêter en 1er décembre. C'est la nouvelle, effectivement. Ça va Alors, s'arrêter. je ne sais pas si c'est restrictif, parce que moi, je raisonne le nominal. Les taux, la partie taux. Oui, mais raisonnons le nominal. Vous avez 2,5% de croissance aujourd'hui. On n'est pas encore en ralentissement. Et on a 2,5% d'inflation. Donc, on a une croissance nominale à 5%, avec des taux qui sont entre 3,75 et 4%. En Europe, on a une croissance nominale à 1% de croissance, 1% d'inflation et 2%, et des taux d'intérêt à 2%. Donc, je pense qu'effectivement, on n'est pas dans des taux d'intérêt qui sont en zone restrictive. Maintenant, Powell parle des risk management. En cas de ralentissement macroéconomique, il faut baisser les taux. Et ce ne sera pas 2 ou 3 fois. Mais parce que le risque qu'on peut avoir dans les 6-12 mois à venir, c'est un ralentissement de la croissance macroéconomique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de signal d'effondrement. Il faudra voir le marché de l'emploi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il reste un élément à surveiller de manière importante. On n'a pas de chiffres, mais globalement, quand on regarde les nowcasts, on indique un niveau de croissance sur le PIB qui est très élevé. Oui, effectivement. Alors, restrictif, modérément restrictif, neutre. En tout cas, est-ce que l'idée que la Fed est en action et sera réactive si nécessaire, j'imagine que c'est forcément un soutien pour le marché. C'est un soutien indéniable pour les marchés de voir les taux baisser et d'avoir une Fed qui reste souple en tout cas et prêt à agir si besoin. Ouais, bon, ça fait... Quel impact ça a sur la partie longue de courbe là les baisses de taux, ça va faire baisser un peu les parties longues ou ça peut les faire remonter? Tout dépend ça dépend effectivement du scénario, du scénario, dans quelles conditions se fera la baisse. Le principal risque du point de vue de Donald Trump, on parlait du renchérissement du coût de la dette, mais c'est aussi le marché immobilier, puisque lui, c'est vraiment... sa formation. Bien sûr. Et c'est un des arguments clés de Myran pour une jumbo cut de 50 voilà, points de base. Et il a d'ailleurs dit qu'il faut baisser les taux pour que les gens puissent refinancer leur prêt immobilier et acheter une maison. Ouais. Si on baisse les taux n'importe comment, si je peux me permettre, et que les taux longs montent, évidemment, les gens ne pourront pas refinancer leur maison et on aura tout perdu. C'est pour ça que j'imagine qu'il y a aussi cette prudence. Après, le niveau de politique monétaire américaine, elle est encore... sans doute un petit peu restrictive si on regarde les différentes versions de la règle de Taylor, mais effectivement pas énormément. La question, en fait, c'est que ça fait 6 ans que la Fed rate son objectif d'inflation par le haut. Ce sera la 6e année. Ouais. 2025 sera la 6e année. L'impression, alors je ne sais même pas si c'est lié à cette histoire d'indépendance ou pas, l'impression c'est que la Fed a un peu plus d'indulgence sur ce petit raté. Et ce qui me frappe, moi, depuis au moins un an, voire un peu plus, c'est qu'en fait, dans son discours, Powell a oscillé entre on regarde l'emploi ou on regarde l'inflation. Et là, il répète, on regarde l'emploi. Donc finalement, est-ce qu'on se serait trouvé dans une situation tellement différente si Donald Trump ne s'occupait pas de la Réserve fédérale? C'est même pas certain. Mais effectivement, dans les baisses de taux, je suis tout à fait d'accord, dans les baisses de taux anticipées par les marchés, il y avait cette idée, on va avoir un changement total de fonction de réaction pour se caler dans ce que veut la Maison-Blanche. C'est intéressant parce que dans tous les discours qu'on a eu depuis Jackson Hole, c'est vraiment l'emploi et le risk management qui prend le relais sur la politique monétaire. Alors qu'avant, on avait plus cette tendance à dire l'inflation reste élevée, et là, on parle beaucoup de l'emploi. Ouais. Alors que le taux de chômage reste quand même à des niveaux extrêmement bas parce qu'il y a moins d'offres, mais il y a moins de demandes aussi. Parce que dans les statistiques, je crois qu'il y a 2 millions d'emplois qui vont sortir du marché.
c'est le curieux équilibre dont il a fini par parler à Jackson Hole, en reconnaissant que le risque qu'il a mis en avant, c'est que la demande baisse plus rapidement que l'offre sur le marché du travail. Ouais. Ouais. Bon, parlons de l'Europe. Louis, du point de vue des entreprises notamment, on a parlé des publications des hyperscalers aux États-Unis. On est en pleine saison de publication de résultats et d'activités en Europe pour nos entreprises. Quels sont les enseignements à ce stade ? Et là aussi, est-ce que ça vient confirmer, j'allais dire, les paris, ou en tout cas les tendances qu'on a vues s'affirmer sur nos marchés européens, avec des secteurs forts comme le secteur bancaire, le thème industriel, le thème des infras, le thème de la défense, bien sûr. Est-ce que ces thèmes-là restent intacts au moment où on se parle avec les publications qu'on a pu avoir ? Alors déjà, ça vient confirmer qu'il y a deux ambiances des deux côtés de l'Atlantique. Oui. Puisque... Les États-Unis comme l'Europe ont en gros ont vu publier la moitié des sociétés de leurs gros indices. Les sociétés du S&P voient une croissance des BPA publiés de 14%. Ouais. Une croissance des BPA en Europe pour le stock 600 de 6%. Et si on regarde l'Europe, la croissance du chiffre d'affaires, elle est nulle. Elle est à zéro. Comment on va atterrir à la fin de l'année, le Q4, qui manque toujours de visibilité, alors qu'on est dedans. Ce qu'on retient depuis plusieurs trimestres, plusieurs semestres, c'est que les chefs d'entreprise manquent cruellement de visibilité. Et en tant qu'investisseur, on en manque aussi. Donc... Bien sûr. Bon. Et en termes d'investissement, on parlait des alternatives ou du besoin de les banques, ça marche très bien. Ouais, et ça, les banques, ça marche très bien. Et on garde. La tech, ça marche, on garde. D'accord. Les banques, on garde. Ouais. La tech, on garde. Ouais. La défense, ça a pris pas mal d'avance. Et c'est l'industrie, la défense. Donc, on a une séquence de croissance des BPA qui s'étale beaucoup plus dans le temps, qui est beaucoup plus lente. Une société leader en Allemagne, comme l'est Rheinmetall, quand elle inaugure autour de l'été, cet été, son usine, sa nouvelle usine ultra technologique d'obus, en grande pompe, pour devenir la plus grosse usine européenne fabricante d'obus. Elle annonce 25 000 obus sortis d'usine cette année, 140 l'année prochaine, 325 dans 2 ans. Il y a une montée en charge sur plusieurs années. C'est de l'industrie, la défense, ça prend du temps. Ouais. Il y a beaucoup de flux aussi sur la thématique, mais il y a des croissances des BPA qui sont très, très importantes attendues. Est-ce qu'il y a l'idée d'une rotation derrière ces thèmes-là qui sont encore intacts ? J'entends, on évoquait la santé par exemple tout à l'heure. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des thèmes plus défensifs ? Alors nous, on est revenu sur la santé. Ouais. On était un peu éloigné. On a toujours de la défense et on a banque, tech, puis l'industrie. Quand on la choisit bien, ça marche bien aussi. Ça paye aussi, bien sûr. Ouais, c'est devenu gros. Il y a un facteur peut-être qui pourrait soutenir un tout petit peu le marché européen, qui est plutôt un marché cyclique par rapport à des autres marchés. C'est le fait de voir tous les indicateurs des productions industrielles, manufacturières, qui se retournent tout doucement après avoir été en contraction pendant plusieurs années. Alors, les données publiées aujourd'hui sont encore surprenantes parce qu'on voit encore l'Allemagne qui reste très en retard, mais je ne sous-estimerai pas l'évolution des PMI manufacturiers en Europe, parce que ça a été historiquement le facteur des performances positives en Europe. C'est un très bon point, et c'est encore plus vrai pour les plus petites sociétés, les petites et moyennes cap, quand on est en période d'expansion, donc un PMI. Il y a une bonne corrélation entre le PMI manuf et les small cap. Excellente corrélation. C'est une excellente corrélation. Ouais. On a fait un passage au-dessus de 50, on est revenu un petit peu en dessous. Aïe. Ouais. Moi, je regarde beaucoup, tout ce qui est les ordres, en fait, que ce soit sur l'Allemagne, tout le manufacturier, parce que historiquement, c'était un indicateur avancé de la croissance des profits. Et si on a un retournement, on pourrait venir sur la croissance des profits à 2 chiffres. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, ce sera le sujet du dernier quart d'heure aussi, l'Europe et la BCE. On va en parler avec une de vos consoeurs, Nathalie. Mais qu'est-ce qu'on peut dire du cycle européen ? Et ma question sur l'Allemagne, c'est est-ce qu'on a de bonnes chances d'être surpris à la hausse par ce que va délivrer l'Allemagne et les résultats
que l'Allemagne pourra tirer de son plan, des résultats économiques de son plan de relance. Les enquêtes d'activité sont meilleures qu'attendues. Les PMI ont été cités. Aujourd'hui, on a eu l'enquête de la Commission européenne avec également un rebond de cet indice sur des niveaux assez significatifs. Les commandes à l'industrie sont fortes. Donc oui, nous on estime effectivement que l'Allemagne pourrait faire mieux que ce qui est attendu. Alors, et que ce qu'elle projette elle-même, ils sont toujours un peu conservateurs, voilà, on va dire, sur leur... Conservateurs, il y a aussi des habitudes. Oui, c'est dur pour des Allemands de dépenser autant, mais voilà. Et sur la croissance, pour le moment, alors les chiffres sont meilleurs qu'attendus, mais pour le moment, c'est surtout... paradoxalement, compte tenu de la situation, le commerce extérieur qui a l'air de tirer un petit peu l'activité, alors plus que la demande intérieure. Plus que la demande en France. La demande intérieure du côté de l'investissement, ça va, c'est une bonne nouvelle. La consommation, elle fait 0,1 depuis 2 ou 3 trimestres, donc très peu. Donc ça reste à creuser, mais il faut reconnaître que depuis l'été, on a plutôt des bonnes surprises du point de vue économique sur la zone euro. Qu'est-ce que ça implique pour la BCE et quel sera le prochain mouvement de la Banque Centrale Européenne ? Voilà, le débat entre les économistes, c'est est-ce qu'elle va baisser. Nous, on pense qu'elle va baisser, pas cette année, pas d'ici la fin de l'année, mais qu'elle pourrait baisser en tout cas. Pourquoi ? Parce que l'inflation, malgré ces bonnes nouvelles, l'inflation devrait en toute probabilité passer sous 2% et y rester peut-être plus longtemps que prévu. Les éléments sont un petit peu mécaniques, c'est la force de l'euro, c'est des prix du pétrole qui sont relativement bas, et puis c'est quelque chose qui a été évoqué par, alors peut-être pas par Christine Lagarde elle-même, mais dans le comité, dans ce qu'elle lit au début, sur cette histoire de... Alors elle n'a pas cité la Chine, mais elle a cité des pays avec d'importantes surcapacités de production qui pourraient exporter plus largement vers la zone euro, sachant que les coûts, le prix des importations en provenance de Chine et des importations dans la zone euro en provenance de Chine a déjà singulièrement baissé. Donc c'est une sorte d'inflation exporté de Chine et importé. Et un risque de désinflation pour la zone euro et l'Europe aujourd'hui. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Nathalie Benatia, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Louis Albert, directeur de la gestion action d'Oris Gestion. Et Claudia Panzeri, directrice des investissements d'UBS France, étaient en plateau avec nous. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des dynamiques économiques qu'on peut observer en Europe, à l'occasion notamment de la publication des premières estimations de croissance pour la zone euro et les pays qui la composent pour le troisième trimestre. Nous évoquerons bien sûr dans ce quart d'heure également la décision, ou en tout cas la communication de la Banque Centrale Européenne qui tenait sa réunion, la réunion du Conseil des gouverneurs aujourd'hui à Florence en Italie. Et c'est Nadia Garbi qui est avec nous à distance pour évoquer ces sujets, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonsoir Nadia, merci beaucoup d'être avec nous. Comment est-ce qu'il faut comprendre de manière un peu globale cette croissance publiée en première estimation pour la zone euro au troisième trimestre, qui semble-t-il est un petit peu meilleure que prévu, même quand on exclut toujours l'outlier irlandais qui peut, faire varier le chiffre de manière spectaculaire. On se retrouve avec un bon 0,2 de croissance quand les économistes attendaient 0,1. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce chiffre, Nadia ? Alors oui, c'est vrai, comme vous le mentionnez, une croissance au troisième trimestre qui est légèrement meilleure qu'attendue. C'est principalement dû à la France, à la surprise sur le PIB, la croissance du PIB français au troisième trimestre. Mais globalement, si on voit la dynamique par pays, on est plutôt positif, même si on a eu, je dirais, dans les 4 gros pays, une surprise plutôt baissière au niveau de l'Italie. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut observer comme différence ou comme point commun derrière ces dynamiques de croissance ? Alors, l'exemple français est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire notamment de la dynamique entre la demande intérieure privée, la demande finale privée et la demande extérieure qui a visiblement joué un rôle assez important dans le cas de la France, en tout cas ? Oui, alors tout à fait. Le driver, je dirais, le moteur majeur de la croissance française au troisième trimestre a été les exportations de matériel de transport dans l'aéronautique. Donc on sait, c'est un secteur qui
qui fonctionne bien. Au niveau de la demande domestique, on a toujours cette consommation des ménages qui reste très faible. Et on a eu, je dirais, une surprise plutôt positive sur l'investissement des entreprises au troisième trimestre. Mais soyons clairs, hein, selon nous, un taux de croissance de 0,5% n'est pas soutenable pour la France et on devrait voir un ralentissement dans ces prochains trimestres. Dans les autres pays, je dirais par exemple en Espagne, on a vu un ralentissement, c'est vrai, de la croissance au troisième trimestre, mais vraiment les détails sont vraiment bons, où on a vraiment cette force de la demande domestique avec une croissance très forte de la consommation des ménages et de l'investissement. Donc voilà, je dirais qu'au niveau des pays, on a des dynamiques plutôt très différentes. En Allemagne, on n'avait pas beaucoup d'attentes pour le troisième trimestre. On s'attendait à une stagnation. Je dirais la nouvelle positive, alors on n'a pas encore les détails, mais d'après l'Institut statistique allemand, on a une contribution positive des investissements dans les équipements dans les équipements. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Allemagne. Maintenant, voilà, hein, on est tous en train d'attendre le déploiement du paquet fiscal qui va venir dès ce trimestre. Tout est en place. Le budget 2025 a été approuvé. Tout ce qui est législation pour mettre en route le fonds sur l'infrastructure a aussi été mis en place. Le draft budget de 2026 également. Donc voilà, on attend le déploiement de cet assouplissement budgétaire en Allemagne. Est-ce qu'on pourrait être surpris à la hausse par ces efforts de relance historiques que va déployer l'Allemagne sur plusieurs années, Nadia? L'Allemagne, je crois, le gouvernement allemand guide sur 1,3% de croissance l'an prochain. Je dis ça de mémoire, hein, à confirmer. Mais est-ce que, partant de ce chiffre-là, signalé par le gouvernement allemand ou les instituts, est-ce qu'il y a matière à être surpris positivement? Oui, alors je dirais, bon, avoir 1,3% de croissance après tout de même une année où on va être autour de 0,3, 0,5 et des années hein, de contraction, je dirais que c'est quand même déjà une forte accélération. Donc oui, on pourrait être surpris à la hausse par la croissance allemande. Nous, de notre côté, on reste relativement prudent. Hein. On sait qu'on a bien sûr l'enveloppe totale et le montant total des dépenses, mais maintenant, voilà, hein, il y a aussi des contraintes au niveau de la construction, etc. Donc, il va falloir vraiment, je dirais, monitorer de très près l'évolution de ces déploiements. Déjà en 2025, hein, par rapport au plan, ils sont déjà en retard. Donc voilà, on a pour l'instant, si vous regardez au niveau des dépenses, on est à 72% de l'objectif. Donc, ils ont 3 mois pour faire le reste. Donc voilà, il faudra monitorer, à mon avis, chaque mois l'évolution du des déploiement dépenses, etc. de ces investissements dans les infrastructures et dans les thèmes stratégiques et notamment la défense. Si on redit un mot du cas de la France, 0,5% n'est pas soutenable. On avait déjà fait 0,3% au trimestre précédent. Hein, le chiffre a été confirmé. Nadia, quel degré de ralentissement on peut attendre dans le climat qu'on connaît tous, qui nous entoure, l'incertitude politique? Est-ce qu'il y a un vrai risque de coup d'arrêt? Ou est-ce que, encore une fois, tout aussi médiocre soit-elle, la dynamique de la consommation, des investissements privés, peut préserver quand même un petit filet de croissance en France pour les prochains mois? Oui, je pense vraiment qu'on peut s'attendre à des taux de croissance autour de 0,2, 0,3 en France. C'est vrai qu'on a cette incertitude politique qui peut peser un peu sur les perspectives d'investissement et de consommation. Maintenant, il y a des secteurs qui marchent très bien en France. Hein. On a eu ce matin la preuve du secteur aéronautique, on a aussi le tourisme, on a aussi l'agriculture. Enfin, on a plein de secteurs qui marchent. Et enfin, voilà, ça va aussi dépendre du contexte un peu global, hein, au fond. Si on a vraiment atteint ce pic d'incertitude, au niveau aussi du commerce mondial, on devrait avoir de meilleures perspectives. Donc, je dirais que tout non plus n'est pas sombre. Hein. Je pense vraiment qu'on peut s'attendre tout de même à une croissance autour de 0,2, 0,3 par trimestre l'année prochaine. Ouais. Vous parliez du commerce mondial, le choc des tarifs avec l'accord, bien sûr, ou le compromis trouvé entre l'Union européenne et les États-Unis cet été. Le choc des tarifs est passé, absorbé. Il a été moins important que prévu, Nadia, on peut le dire comme ça?
Oui, c'est vrai, hein, on peut le dire qu'au fond, ce que vraiment les pays payent effectivement est quand même moins élevé que ce qui est annoncé souvent par Trump, parce qu'on a tellement d'exceptions qu'au fond, on se retrouve vraiment avec des situations où, voilà, enfin nous, par exemple en Suisse, on a on a un tarif annoncé de Oui. 39%, mais effectivement, dans les faits, on est nettement plus bas. Et c'est essentiellement dû à toutes ces exceptions liées aux décisions de Trump, hein. Donc je dirais qu'effectivement, voilà, on est quand même dans une situation qui est moins, je dirais, négative que ce qu'on pouvait craindre en avril dernier, par Bon, exemple. exactement, c'est à peu près le sens du message envoyé à nouveau par Christine Lagarde aujourd'hui. Euh, Nadia, alors je regardais, c'est un sondage parmi d'autres, mais je crois que Bloomberg publiait il y a ces derniers jours un sondage d'économistes, comme ils en font souvent, sur les prochains mouvements de la Banque Centrale Européenne. Visiblement, une majorité se dégage pour dire qu'il n'y aura pas de mouvement de la BCE dans les 2 prochaines années, ce qui paraît totalement impossible ou impensable, Nadia. Et donc, qu'est-ce qui fera sortir la Banque Centrale Européenne de sa pause? Quelles seront les raisons et les motivations? Et par voie de conséquence, quel sera le prochain mouvement de la Banque Centrale Européenne? Oui, alors l'impression en tout cas qu'on a, suite, à la réunion de cet après-midi, c'est vraiment que la barre pour une baisse est très haute, à la BCE, hein. Au fond, c'est vrai que Christine Lagarde avait plutôt, je dirais, un ton, plus optimiste sur la croissance, confiant. Alors la balance des risques sur l'inflation, elle reste relativement, incertaine, mais en tout cas sur la croissance, on a, senti un peu plus de confiance. Et effectivement, hein, les données sont plutôt en ligne avec leurs projections. On a aussi les bonnes nouvelles dans les différentes enquêtes au début du quatrième trimestre. Donc on sent un peu au fond je dirais pas oui, de confiance. Et au fond, c'est vrai qu'elle a réitéré souvent que la BCE est dans une bonne position. Maintenant, effectivement, le premier trimestre de l'année prochaine, on aura l'inflation qui sera en dessous de la cible, ce qui est dans les projections de la BCE. Et maintenant, il faudra voir si on a une surprise à la baisse ou non dans ce premier trimestre, et si cet undershoot va être temporaire ou au contraire, on va rester plus longtemps que prévu. Donc, je dirais que pour la BCE, vraiment, le premier trimestre va être un trimestre très important où on pourrait potentiellement les voir avoir un ton un peu différent. Mais maintenant, selon nous, l'undershoot, en tout cas de l'inflation, va être limité. Et pour nous, en tout cas, le prochain mouvement sera plutôt une hausse. Alors, on parle plutôt d'une hausse en fin Ouais, d'année ouais, prochaine, hein, plutôt je décembre, comprends. plutôt qu'une baisse. Alors pourquoi l'undershoot sera limité selon nous? Parce qu'on a ces attentes d'inflation qui restent bien ancrées, on a un marché du travail qui reste robuste, plus de croissance. Donc oui, c'est vrai, on a un certain nombre de facteurs qui vont peser, hein, sur les perspectives d'inflation. On a l'euro, on a l'énergie, on a celui qu'on a du mal à quantifier, hein, l'effet des exportations chinoises sur le marché européen, toute cette redirection. Effectivement, hein, ça peut avoir des pressions à la baisse sur l'inflation. Mais d'un autre côté, hein, on a une demande domestique qui reste résiliente. On a justement, comme je le disais, des attentes d'inflation qui restent ancrées. On a cet assouplissement cet assouplissement budgétaire Ouais. allemand. Donc, on a un certain nombre de facteurs qui nous conduisent à penser que, en tout cas, l'undershoot de l'inflation sera temporaire, raison pour laquelle La BCE pourra le regarder à prochain travers. mouvement, selon nous. Ouais. Bon, Ouais. on verra. Prochaine Exactement. Bah, étape. en fait, il faudra que ça déçoive, hein, par rapport à leurs Ouais, prévisions. je comprends. Donc, à voir. Ouais, on verra. La marge de confort est peut-être pas énorme. Et on verra d'ailleurs, à l'occasion Non. du prochain meeting, les nouvelles projections qui iront jusqu'à la fin de l'année 2028, qui est l'horizon de projection de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup, Nadia. Nadia Garbi qui était avec nous Merci. en visio à distance pour débriefer cette actualité macroéconomique et monétaire autour de l'Europe, économiste chez Pictet Wealth Management.